et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais tenter de réussir à répondre à des questions en rapport avec le code de la route. Alors ça va faire 15 ans que j'ai mon permis, donc le code de la route a légèrement changé sur certains points, il y a eu des nouvelles catégories, il y a eu des nouvelles questions, donc comment vous dire, je suis pas très à l'aise, je ne sais pas trop ce que ça va donner, parce que maintenant une fois que vous avez passé votre code depuis plusieurs années, vous réfléchissez plus trop, vous conduisez en automatique dans le sens où vous connaissez la signalisation des panneaux, vous vous posez plus la question au niveau des distances, des choses comme ça, c'est en automatique dans votre tête, vous avez pris l'habitude de le faire, donc moi je vous dis, moi ça fait 15 ans que je conduis, donc du coup maintenant voilà. Sauf que quand on me pose des questions en mode code de la route, j'ai tendance à hésiter sur certaines choses et à peut-être me tromper sur certaines questions ou certaines réponses où j'aurais pu penser que c'était bon et que finalement ça ne l'est pas. Donc je pense que ça peut être sympa. N'hésitez pas à faire en même temps que la vidéo, vous aussi dans votre coin, les bonnes réponses, enfin de cocher les réponses. Et dites-moi à la fin en commentaire en dessous de la vidéo combien vous avez eu en faute. Voilà, moi on verra ce que ça va donner, je sais pas trop. N'oubliez pas de lâcher les petits pouces si jamais vous aimez ce genre de vidéo et que vous voulez que je refasse ce genre de questions. Alors pas que sur le code de la route, hein, mais divers types de questions comme ça, de connaissances et tout, qui pourraient être sympas. Donc voilà, n'hésitez pas et du coup c'est parti, on y va. Alors du coup on est parti, comme je vous le disais, j'ai eu mon permis en 2006, donc ça fait déjà un bon bout de temps que j'ai pas été revoir le code, donc je sais qu'il y a pas mal de choses qui ont changé depuis, il y a eu des nouvelles catégories et tout, donc je sais pas du tout ce que ça va donner, donc on y va, on verra bien. Je vous mettrai le site en barre d'infos si jamais vous voulez le faire, par contre je pense que ça sera les mêmes séries. Il y a 3 séries différentes, donc là normalement je vais en faire qu'une, et le site c'est Ornicar, voilà, donc du coup on est parti, donc démarrer la série gratuite. Alors c'est la série numéro 2, pourquoi? Parce que j'ai testé la série numéro 1 pour voir comment elles étaient, si c'était long ou pas, donc voilà, j'en ai déjà fait une, donc du coup on va faire celle-ci, donc c'est parti. Alors première question, il y a un risque d'aquaplanage si je ne ralentis pas? Réponse A, oui, réponse B, non, étant donné qu'il y a une énorme flaque là, après on n'a pas la vitesse à laquelle la voiture roule, mais honnêtement moi je ralentirais en voyant une flaque pareille sur la route. Donc c'est bien la bonne réponse, donc en fait en bas il vous dit si c'est la bonne réponse et après vous avez la correction si jamais vous vous êtes trompé et que vous voulez savoir pourquoi. Donc ok, première réponse, c'est bon. Je crois qu'il y a 15 questions je crois. La signalisation indique une pente dangereuse. Alors, si vous me voyez tourner la tête par là, c'est que pour bien regarder les images, c'est sur l'autre écran, donc du coup, je regarderai de près. Donc oui, une pente dangereuse, oui. J'utilise le frein moteur. Alors, idéalement, c'est conseillé. C'est pas marqué sur le panneau, mais le mieux est quand même d'utiliser le frein moteur pour éviter de bousiller ses freins. Donc moi, j'aurais tendance à dire oui pour le frein moteur. Donc, on va voir ce que ça donne. Oui, j'ai bon. Bon, déjà, ça commence bien, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, on continue avec la question suivante. Alors, dans cette situation, la distance de sécurité à respecter est la même que s'il n'y avait pas de travaux. La distance de sécurité est peut-être inférieure. Alors, en fait, il n'y a pas de panneau de réduction de vitesse ou de choses comme ça. Donc pour moi, la distance de sécurité reste la même s'il n'y avait pas de travaux. Après, étant donné qu'il n'y a pas de voie sur le côté, je ne sais pas du tout. Je vais dire ça. Et la voiture derrière moi respecte la distance de sécurité ou ne respecte pas la distance de sécurité? Elle ne respecte pas la distance de sécurité, honnêtement, pour moi. Ah, je me suis trompée pour la première. Alors du coup, je vais aller voir la correction. La largeur de la chaussée se réduisant, la limitation de vitesse passe de 130 km/h à 90 km/h. Mais oui, en effet, c'est vrai, c'est vrai. Dès qu'on passe à une voie, c'est plus 130 km/h. Donc la distance de sécurité se réduit. Toutefois, le véhicule qui vous suit est trop près. À cette allure, la distance de sécurité devrait être au minimum d'environ 54 mètres, ce qui représente environ la moitié d'un terrain de football. D'accord. Pour calculer la distance de sécurité à 90 km/h, il faut prendre le chiffre des dizaines de 90, donc le 9, et le multiplier par 3 pour avoir la distance que l'on parcourt en 1 seconde, soit 27 mètres. Le code de la route impose de laisser 2 secondes avec le véhicule de devant, soit à peu près 54 mètres. D'accord. Bon, voilà. Vous voyez, j'ai appris la méthode de calcul. Alors, je l'avais déjà appris, je pense, hein,
Mais honnêtement, je m'en souvenais plus. Donc voilà, donc finalement, oui, bien entendu, la vitesse réduit. Mais moi, j'ai tendance à laisser toujours quand même une bonne distance. On sait jamais. Mais ok, bon bah voilà, première boulette. Oups. On continue. Ce panneau indique une route prioritaire. Réponse A, oui. Réponse B, non. Haha, ça fait partie des panneaux que j'ai oubliés. Il me semble... je ne sais pas. Je ne sais plus. Je l'ai su, mais je ne sais plus. Donc du coup, je dirais oui. Il me semble, mais je ne suis pas sûre. On va valider la réponse, on va voir. Oui, c'est bien ça. Je regarde la correction. Donc le caractère prioritaire de la voie sur laquelle vous circulez, les usagers venant de droite ou de gauche doivent vous céder le passage. Ok, mais vous voyez, j'étais plus très sûre. Donc bon, ça va. Ensuite, pour dépasser le cycliste, A, je reste dans cette voie. B, je maintiens l'allure. C, je me déporte vers la gauche. Alors, le cycliste est sur une voie spécialement réservée aux vélos. Par contre, je vais pas maintenir l'allure. Je vais peut-être ralentir un peu parce que je me souviens plus. Je sais qu'il y a une distance à respecter entre la voiture et le vélo quand on double. Faut pas frôler un vélo parce qu'on peut faire un espèce d'appel d'air et le faire tomber avec ça. Moi, j'aurais tendance à me déporter un peu vers la gauche, mais j'ai des voitures en face. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Je dirais je reste dans cette voie. Mais je peux pas me déporter vers la gauche parce que j'ai des voitures en face. Donc c'est un truc à se payer une voiture en face. Mais moi je pense que je reste dans cette voie, je ralentis et je passe, je pense. Oui, c'était bien ça. Donc qu'est-ce qu'ils vont indiquer? Les usagers vulnérables créent des zones d'incertitude. En dépassant le cycliste, vous devez rester vigilant et adapter votre comportement et votre allure pour éviter un accident. Le cycliste roule de l'autre côté de la bande cyclable, inutile de vous déporter. D'accord, ouais, c'est vrai qu'il est... C'est vrai qu'il était assez proche de la droite, donc du coup, on avait quand même un bon espace. Mais voilà, mais après, de toute façon, je pouvais pas me déporter puisqu'il y avait des voitures en face, donc ok. Il y a des questions comme ça, je me souviens quand j'avais passé mon code, bon, je vous dis ça a 15 ans, hein, il y avait des questions comme ça où j'étais pas très sûre et tout, parce qu'il y a des petits pièges en fait qui posent et c'est souvent comme ça. Donc bon, je suis contente, je suis pas tombée dans le piège. On continue. Ensuite, le marquage au sol interdit le dépassement dans les deux sens de circulation ou dans un seul sens de circulation. Dans un seul sens, il y a une ligne blanche pour la voie qui est sur la gauche, pour nous, et les pointillés qui sont sur notre voie à droite et qui nous autorisent à doubler, donc dans un seul sens de circulation. Hop, donc c'est bien ça la réponse. Si ça avait été dans les deux sens, il n'y aurait pas eu la ligne blanche entre les deux, il n'y aurait eu que les pointillés. Ok. Ensuite, le temps nécessaire pour parcourir une distance de 1 km en marchant est d'environ 12 minutes, 24 minutes ou 36 minutes. Alors j'aurais tendance à dire 12 minutes. Après, on marche pas tous à la même vitesse. Mais je serais tentée de dire 12 minutes, 24 minutes, ça me paraît énorme. Et en moyenne, ouais, ça doit être 12 minutes, je dirais. Ouais, parce que je vois à peu près quand je vais à l'école de Juliette le temps que je mets. Ouais, ça doit être ça. Est-ce que j'ai bon? Oui. Alors, est-ce qu'il y a une explication plus détaillée? Il faut en moyenne 12 minutes pour parcourir 1 km en marchant. Un peu plus en compagnie d'un enfant. Oui, c'est normal parce qu'un enfant, ça marche moins vite et puis ça s'arrête toutes les 2 minutes. La marche est un moyen de déplacement économique et pratique que vous devez privilégier pour les petits déplacements. Oui, ok. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ouais. Alors, on continue. Boire de l'alcool provoque une réduction du champ visuel, des facultés d'analyse, du temps de réaction et des aptitudes motrices. Alors moi, j'aurais tendance à dire les 4. Le temps de réaction, oui. Le champ visuel... je sais que quand on boit un petit peu, on peut voir un peu flou, on est un petit peu réduit au niveau de la visibilité. Donc j'aurais tendance à dire oui aussi. Les facultés d'analyse, ça dépend de la quantité d'alcool. Voilà, mais c'est vrai que... je sais pas. Les aptitudes motrices, oui, parce qu'on va pas forcément très droit. Moi, je dirais les 4. Je dirais les 4. J'ai un doute sur les facultés d'analyse, mais je dirais les 4. Ah, le temps de réaction. Ah bon, alors attendez. L'alcool réduit le champ visuel, on voit moins bien et surtout moins loin sur les côtés. Il réduit les capacités d'analyse et les aptitudes motrices, ce qui augmente le temps de réaction. D'accord.
Ok, donc le... Ah oui, en fait, c'est le fait... D'accord, je comprends. Ça diminue les capacités d'analyse et les aptitudes motrices, et c'est à cause de ça que le temps de réaction diminue. C'est... D'accord, ok. Je me suis planté. Ok, il faut l'avouer, je me suis trompé. Ensuite, alors, les feux de brouillard sont au numéro 1, numéro 2 ou au numéro 3. Alors, numéro 1, ce sont les... Est-ce que ce sont les veilleuses ou les feux de route? Je ne sais jamais, je mélange. Bref, ce n'est ni le 1 ni le 2. Si je me souviens bien. Les feux de brouillard, c'est le numéro 3. C'est ceux qui sont sur le bas de la voiture, au ras de la route, en fait, pour justement, quand on les allume, qu'ils puissent bien éclairer la route sans éblouir celui d'en face. Il me semble que c'est une histoire comme ça. Donc, je vais voir. Donc, c'est bien ça. Est-ce que c'est expliqué dans la correction? Alors, au numéro 1, vous avez le feu de croisement. Ah, je me suis trompée. Avec une portée d'au moins 30 mètres. Le numéro 2, vous avez le feu de position et de route avec 2 ampoules séparées. Ah oui, donc le feu de croisement... Attendez. Les feux de position émettent une lumière visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs. Et les feux de route ont une portée de 100 mètres, donc ça, c'est les fameux, les pleins phares, comme on dit. Ok, et au numéro 3, vous avez le feu de brouillard, il est généralement placé plus bas que les autres feux. Voilà, c'est ce que je disais et tout. Mais moi, c'est vrai, moi j'appelle ça les veilleuses, vous savez, les petits feux qui éclairent tout légèrement. Bon, pour l'instant, ça va, je me débrouille plutôt pas mal, même s'il y a des moments où je me viande un petit peu, mais ça va. Est-ce que j'ai fini? Non, il m'en reste encore. Le véhicule sur la droite. Sur la droite, ok. Est correctement arrêté. On dirait qu'il est sur une voie de bus. Donc il est en warning, il est sur une voie de bus, donc pour moi non, il n'est pas correctement arrêté parce qu'il gêne à la circulation. C'est une voie de bus ou une voie de vélo? J'arrive pas à voir ce que c'est là parce qu'il n'y a pas d'indication particulière, je vois pas d'arrêt de bus. Mais je dirais, ouais, une voie, enfin c'est pas une voie qui est prévue pour s'arrêter, donc pour moi le véhicule n'est pas correctement arrêté et il risque une contravention. J'aurais tendance à dire oui. Mais sachant qu'il a mis ses warnings, je sais qu'il y a des endroits où on a le droit de s'arrêter en mettant les warnings et tout, mais là il gêne quand même à la circulation, donc je serais tendance à dire oui. Mais je ne suis pas sûre. Donc c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Donc le véhicule sur la droite est arrêté sur une bande cyclable. Vous voyez, c'était pas une voie de bus, c'était une bande cyclable. Donc selon l'article R417-10 du Code de la route, ce stationnement est considéré comme très gênant. Oui, parce que le vélo est obligé de se déporter sur la route pour passer cette voiture. L'automobiliste peut alors avoir une contravention de 4e classe. À noter aussi que la position du piéton à cet endroit renforce le danger, car vous devez vous écarter sur la gauche pour le dépasser. Oui, en effet, il est à côté de sa voiture, et du coup, si on veut pas l'emporter avec sa voiture, on est obligé de se décaler au risque de devoir s'arrêter parce qu'il y a des voitures en face et que ça passe pas. Donc ouais, il faut faire super attention. Même quand on ouvre une portière de voiture, quand on sort de la voiture, c'est pareil, il faut faire super gaffe quand on a une voie qui circule juste à côté pour pas se faire embarquer la portière. Voilà. Ensuite, à l'approche du passage à niveau. A, je ralentis. B, je passe en maintenant ma vitesse. C, j'avance en vérifiant qu'il n'y a pas de train à gauche et à droite. D, je marque l'arrêt. Alors, étant donné que c'est une voie ferrée avec les barrières et le signal sonore qui se baisse, normalement, on peut ralentir parce que c'est vrai que les voies ferrées sont un petit peu... c'est toujours un peu cabossé et tout ça. Par contre, j'avance en vérifiant qu'il n'y ait pas de train à gauche et à droite. Alors, normalement, non. Enfin, honnêtement, je le fais pas. Je marque un arrêt, non. On s'arrête uniquement quand les barrières sont baissées et ou quand le signal sonore commence à sonner. Les barrières sont pas encore baissées, vous avez la lumière ici, là, qui s'allume. Là, ouais, mais je dirais je ralentis. Je passe en maintenant ma vitesse, je sais pas. Ça va pas avec je ralentis, donc il faut que je me décide entre les deux. Je passe en maintenant ma vitesse, ça dépend. Si le passage à niveau est nickel, j'aurais tendance à... Ouais, mais en général, je ralentis toujours un peu quand j'arrive sur les passages à niveau. Je dirais ça, allez. J'avance en vérifiant qu'il n'y a pas de train à gauche et à droite. Ok, bon alors honnêtement, je dois l'avouer, je ne le fais pas. Après, je passe très 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 peu de passages à niveau dans mon coin. Alors, lorsque vous arrivez près d'un passage à niveau, vous devez ralentir et vérifier que la voie est libre, même si le feu ne clignote pas. Lorsque le feu clignote, vous devez vous arrêter et ne pas vous engager. Ok, bon, écoutez, je retiendrai parce que je me souvenais plus qu'il fallait... Mais c'est vrai que c'est toujours marqué un train peut en cacher un autre ou vérifier ou un truc comme ça sur le panneau qui est
je crois, juste ici, là. Je crois que c'est un train peut en cacher un autre qui est marqué là. Mais voilà, par contre, ouais, un conseil... quand vous avancez, vous voyez que la voiture devant vous passe et que là, la lumière du train se met, enfin du signal se met à clignoter, ne vous engagez pas parce que suffit que la voiture devant vous s'arrête juste après le passage à niveau, bah vous vous retrouvez sur la voie en fait pendant que les barrières se baissent. Donc franchement, si vous vous engagez derrière une voiture, faites attention à ce que le signal sonore ne sonne pas ou par exemple s'il y a un embouteillage, ne vous collez pas derrière la voiture sur la voie parce que le signal sonore peut se déclencher à n'importe quel moment. Donc voilà, je vous le dis parce que ça m'est pas personnellement arrivé, mais c'est arrivé à des voitures derrière moi qui voulaient impérativement passer et moi j'avais dû m'arrêter parce qu'une autre voiture devant moi l'était et il était coincé derrière moi. Alors il n'y a pas eu de train, hein, il n'y avait pas de signal, il n'y avait rien, mais il était coincé derrière moi et il klaxonnait comme un grand malade et j'ai dit bah oui mais il faut t'arrêter avant la voie. Voilà, donc ça peut vous servir, on sait jamais. Voilà, voir le résultat. 3 fautes sur 11. Ne risquez pas un échec. Inscrivez-vous gratuitement sur Ornicar et commencez votre entraînement dès maintenant. Ok, mais c'était sympa. 3 fautes sur 11. Bon, ça va encore. Après, corrigez-moi si je me trompe. Il y avait 14 questions. Corrigez-moi si je me trompe, parce que depuis ça a changé. Il me semble qu'il y avait une trentaine de questions au code, mais je ne me souviens plus. Je vous dis, moi je l'ai passé il y a un petit moment. Donc du coup, dites-moi vous... Si vous avez passé votre code récemment, comment ça fonctionne maintenant hors virus? Après, avec le virus, je ne sais pas comment ça fonctionne. Bah, dites-moi aussi, je serais très curieuse en commentaire de savoir. Mais du coup, voilà, c'est une série de combien de questions que vous avez. Mais voilà, mais en tout cas, c'était sympa à faire. Et bah, ça m'a rafraîchi la mémoire sur certains trucs parce que c'est vrai que on sait toujours conduire, on passe son code une fois ou plusieurs fois, ça dépend combien de temps on met à l'avoir. Hein, et il y a des choses qu'on n'a pas forcément appris quand ça fait un bon paquet d'années qu'on a son permis. Et il y a des choses qu'on sait en automatique, mais qu'une fois qu'on nous pose la question, bah, on va hésiter et on va se dire « Ah, bah peut-être, bah, je sais pas trop et tout. » Donc c'est intéressant de temps en temps de refaire ce genre de choses. Bon, finalement, ça va, je m'en suis plutôt bien sortie. Après, c'était des petites séries de questions. Il me semble que c'est 30 questions, comme je vous disais. Comme je vous disais dans la vidéo, il me semble que c'est une trentaine de questions pour le code, mais je me souviens plus. Donc n'oubliez pas d'éclairer ma lanterne en commentaire. Mais en tout cas, je suis plutôt contente. Mais vous voyez, ça m'a rappelé des choses que je ne me souvenais plus ou qui me paraissaient pour moi logiques et qui finalement bah, ne l'étaient pas. Et honnêtement, bah, c'était sympa. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez revoir ce type de vidéo, que ce soit sur le code de la route ou autre chose, ou est-ce qu'on fait la revanche, ou est-ce que on fait d'autres questions comme ça. N'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à proposer d'éventuels questionnaires en dessous de la vidéo. Je serais ravie de les faire. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas les petits pouces, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, vous êtes bien entendu les bienvenus. Et bah, moi il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.